Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Catherine Vautrin est notre invitée, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Catherine Vautrin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, le pape François, un homme de paix, profondément engagé en faveur des plus démunis, du dialogue entre les peuples, c'est ce que vous avez de bonne tweeté. lecture, mon tweet d'hier. C'est ce que vous avez tweeté hier. Si je vous dis, il était là où on ne l'attendait pas. Vous êtes ministre des Solidarités. C'était l'homme des solidarités. Tout à fait, c'était quelqu'un qui, dès lors qu'il a été choisi par le conclave il y a une douzaine d'années, oui. Il a immédiatement dit que son pontificat serait placé sur l'attention aux plus démunis. Et oui. Ça a été effectivement, on a pu vérifier que c'est effectivement ce qui s'est passé. Le dialogue entre les peuples également, c'était un élément important. C'était le premier pape venant d'Amérique du Sud, ce qui changeait après une longue tradition de pape européen. Et je crois qu'on a pu voir que effectivement, il avait l'art de s'exprimer sur des sujets sur lesquels on ne l'attendait pas forcément. Bien, mais sur certains sujets, il avait des positions très fermes. Le pape François était à Marseille en septembre 2023. Que disait-il à propos de l'euthanasie ? Je le cite, « On ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. » Il refusait, comme dans d'autres religions, que la mort soit provoquée. Il ne s'agit pas d'une affaire de foi, disait-il. Il défendait les soins palliatifs, s'opposant à ce qu'il appelait l'euthanasie humaniste. Je vois ce sur quoi vous voulez venir, à savoir le texte sur la fin de vie. Oui. Je crois qu'il faut qu'on se dise deux choses. D'abord, la France, dans un premier temps, a travaillé sur le sujet qui est celui des soins palliatifs. Vous savez que nous aurons à examiner ces textes à partir du 12 mai à l'Assemblée nationale. Et il y a maintenant une semaine, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée a voté le texte, la première partie, le texte sur les soins palliatifs. Je rappelle que j'avais pris un engagement l'année dernière qui était de mettre 100 millions supplémentaires chaque année. Je l'ai tenu, 100 millions de plus en 2025. Et notre objectif, c'est que nous ayons dans chaque département des unités de soins palliatifs. Mais quand aurons-nous dans chaque département une unité de soins palliatifs ? Nous aurons l'ensemble, je pense, début 26. Pourquoi ? Parce que très concrètement, ça n'est pas qu'une question de service, c'est une question de formation de femmes et d'hommes pour occuper évidemment ces fonctions de soins palliatifs. Donc cette année, par exemple, j'étais dans l'Orne il y a un mois où j'ai ouvert à Flers un nouveau service parce que nous avons les équipes. Donc c'est un sujet de formation et c'est sur ce point que nous travaillons. Maintenant, deuxième élément, deuxième texte. Vous ne souhaitiez qu'un texte, hein, on le sait. Mais vous savez, moi le Premier ministre a choisi. Vous pliez à ce choix. J'ai porté l'année dernière, au nom du gouvernement, un texte de loi, minimum de constance dans ce que je fais, et je continue. Le Premier ministre, qui, avec le Président de la République, m'a nommé et me dit « je souhaite 2 textes », je m'exécute. À partir de là, nous avons donc un deuxième texte. Ce deuxième texte est un texte qui a des conditions extrêmement précis. C'est une proposition de loi et non plus un projet de loi. En d'autres termes, c'est une initiative parlementaire. Ça ne vient plus du gouvernement, mais c'est la reprise des travaux de l'année dernière. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons aujourd'hui dans notre pays, comme d'ailleurs dans d'autres, des situations dans lesquelles, effectivement, les textes existants ne permettent pas de répondre à l'attente de nos concitoyens. Vous avez certaines pathologies. Je pense notamment à des pathologies comme SLA, qui sont des pathologies, maladies de Charcot, pour avoir un terme plus clair pour nos auditeurs. Ce sont des maladies dans lesquelles, aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement et les patients connaissent les conditions de leur fin de vie. Un certain nombre d'entre eux, à ce titre-là, par exemple, souhaitent pouvoir dire « je ne veux pas aller plus loin ». Le texte proposé est un texte qui pose 5 conditions fondamentales. Les premières sont des conditions d'état civil sur lesquelles je ne m'étends pas, majeur, habité en France. Ensuite, il y a une question sur la pathologie du patient et sur le côté irrémédiable de sa maladie. Affection entraînant une souffrance physique et psychologique, réfractaire au traitement ou insupportable, c'est ce qui est écrit. 2 choses différentes. Réfractaire au traitement, c'est une première approche. L'approche insupportable au plan physique ou psychologique est une deuxième approche. Et troisième et dernière condition pour en avoir 5, c'est le discernement. En d'autres termes, c'est le patient seul qui demande à pouvoir bénéficier de cette aide à mourir. Et à ce moment-là, il est examiné
par un professionnel de santé qui prend l'avis d'un autre professionnel probablement de spécialité et également l'avis d'un personnel médico-social. Et seulement après ce travail est décidé ou non l'éligibilité. Et ça n'est pas parce que le patient est considéré comme éligible qu'il bénéficiera le jour même de l'aide à mourir. Vautrin a été voté en commission. Une personne qui souhaite recourir à l'aide à mourir pourra choisir entre s'auto-administrer le produit létal ou demander qu'il soit administré par un médecin ou un infirmier. Vous approuvez cela? Non mais alors, déjà nous ne sommes qu'au stade de la commission. Oui, c'est un texte, je le rappelle, qui évidemment ne fait pas l'objet de l'urgence. Il y a donc 4 lectures. 12 mai. Derrière, non mais... Oui, en fait, première lecture Assemblée, Sénat, retour, etc. Bien Donc, sûr, c'est un très très long chemin. Vous êtes en accord avec ça? Mais attendez, moi je finis d'abord sur les conditions. Moi je suis, parce que c'est très important, moi je suis en accord avec les conditions, les 5 conditions telles qu'elles sont définies. C'est absolument majeur. Pourquoi est-ce que c'est absolument majeur? Parce que je continue dans le déroulé de la procédure. Dès lors que le patient a demandé à bénéficier de l'aide à mourir et qu'il a eu cet examen, il a évidemment un temps de réflexion et à chaque moment, on lui c'est lui d'abord qui demande, on ne le propose jamais. C'est très important parce que j'ai entendu sur votre antenne, un médecin dire on propose. On ne propose pas. C'est le patient qui demande, ce qui est complètement différent. Oui, c'est le patient qui demande. Non, mais c'est très très important. Et derrière, l'élément important, c'est de se dire que quelqu'un peut demander à être éligible, ça n'est pas parce qu'il est éligible qu'il va forcément demander à bénéficier de l'aide à mourir. Oui, mais est-ce qu'il pourra s'auto-administrer le produit sur le principe, il s'auto-administre le produit létal. Le principe, c'est qu'il puisse le faire. Si son état de santé... Donc vous êtes en accord avec ce qui a été voté en commission? Mais ça, c'est le principe. C'était le principe même du texte, c'était que le patient se l'administre dans des conditions. Oui. Soyons très clairs, Jean-Jacques Bourdin. On ne se fait pas ça tout seul. C'est en présence d'un professionnel de santé. C'est un produit qui est apporté par le professionnel de santé, repris par le professionnel de santé. Les conditions sont totalement encadrées. Oui. Derrière l'option, c'est le patient ne peut pas ou ne veut pas s'administrer. À ce moment-là, c'est le professionnel de santé qui le fait. Bien. Pronostic vital à court ou moyen terme? Alors, c'est tout le débat, d'où la nouvelle version que vous avez lue, qui est dans la proposition de loi. Je dois vous dire que la version de la proposition de loi est encore en examen devant la Haute Autorité de Santé, et nous aurons début mai la réponse de la Haute Autorité de Santé. Et quelle est votre réponse? Moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on soit certain du temps et de la gravité. En d'autres termes, c'est un pronostic vital irrémédiable. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, à court terme, quoi. À court terme. À court terme, pas à moyen terme. Disons que le moyen terme, ça laisse ouvert. Moyen terme doit être dans un espace-temps raisonnable. Oui, j'ai bien compris. À court terme, donc que les choses soient claires. Catherine Vautrin. Bien, je change de sujet. Juste après votre interview, ici, vous allez aller dans les locaux du centre téléphonique, le 119, le centre Allo Enfance en danger. Et vous allez évidemment évoquer la protection de l'enfance. On le sait, il y a des problèmes actuellement. Une expérimentation est conduite dans plusieurs départements. Depuis septembre, les professionnels et les bénévoles de la protection de l'enfance doivent fournir une attestation d'honorabilité. Et ça, c'est indispensable. Ça va être généralisé en toute la France? Oui, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'au départ, l'expérimentation, c'était 6 départements. Nous sommes passés fin mars à 29 départements. Et à la fin de l'année, on sera dans 100% des départements. Oui. Mais vraiment, j'insiste sur l'importance d'Allo 119. Allo 119, c'est une ligne téléphonique dédiée pour toute personne, que ce soit un enfant lui-même, que ce soit quelqu'un de l'entourage de cet enfant, qui a des doutes sur le fait que l'enfant peut être victime d'actes qui soient des actes physiques, psychologiques, graves à son encontre. Appeler le 119, c'est signaler une situation qui sera à ce moment-là analysée de façon à s'occuper de cet enfant. Je rappelle que dans notre pays, au moment où je vous parle, nous avons tous les 5 jours un enfant qui meurt à la suite de violences. Vous vous rendez compte? Tous les 5 jours. C'est absolument abominable. Et donc, la volonté du gouvernement, c'est évidemment, avec le 119 et avec l'ensemble des professionnels, d'apporter des réponses. Et ce certificat d'honorabilité,
Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement s'assurer que des personnes qui s'occupent d'enfants n'ont jamais fait l'objet de la moindre mesure judiciaire à l'encontre d'enfants. Il faut aussi favoriser l'adoption. Vous avez raison. Alors, oui. Alors, trop d'enfants placés. Alors, oui. Vous avez raison. Nous avons, au moment où nous nous parlons, 380 000 enfants qui bénéficient de mesures. Oui. Pourquoi c'est pas 380 000 enfants, c'est 380 000 mesures. Certains en ont plusieurs. On peut dire qu'il y a 350 000 enfants. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et je travaille actuellement sur le sujet, il faut revoir ce que l'on appelle les conditions de délaissement, ce qui permet de rendre plus facile l'adoption simple des enfants. Oui. Pourquoi l'adoption simple ? Parce que cela permet qu'après, quand l'enfant grandit, il soit associé à son adoption plénière. C'est sa vie, c'est normal qu'il puisse être acteur de sa vie. Mais bien sûr. Parlons du 1er mai, si vous voulez bien. Vous êtes ministre du Travail, Catherine Vautrin. Le 1er mai, les boulangers-pâtissiers notamment, mais pas que, ne peuvent pas employer du personnel. Contrôle l'année dernière, ça a provoqué une émotion, il y a eu des amendes. Est-ce qu'il y aura des contrôles cette année ? Alors, comme vous le savez, ce sont les inspecteurs du travail qui déterminent leur plan de contrôle. L'inspecteur du travail qui travaille pour le ministère du Travail, non ? Attention, Jean-Jacques Bourdin, l'indépendance de l'inspecteur du travail, c'est un sujet majeur. En revanche, ça ne m'empêche pas de parler effectivement du sujet du 1er mai. Alors, il faut qu'on se rappelle le cadre. Le 1er mai, dans la loi, c'est le seul jour de l'année qui est certes férié, mais surtout chômé. Et c'est ça le fond du problème, c'est que ce jour est chômé, c'est-à-dire que c'est un jour où on chôme et on est payé. Et donc, il y a dans notre droit des règles extrêmement précises dans le Code du travail pour qui peut travailler ou pas. Il y avait une tolérance depuis des années très longtemps, qui existait. Jusqu'en 2006. Voilà, tout à fait, avec un arrêt de la Cour de cassation. Exact. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est de faire bouger la loi pour faire reconnaître que, effectivement, certaines professions ont une activité. Je pense aux boulangers. Alors, vous ferez bouger la loi quand ? Dès que ce sera une proposition de loi, probablement avec des parlementaires. Mais pour ce 1er mai-là, est-ce que vous demandez ce matin qu'il n'y ait pas de contrôle ? Je ne peux pas demander qu'il n'y ait pas de contrôle. Je n'ai pas d'injonction à donner aux inspecteurs du travail. En revanche, je dis au boulanger, que le boulanger, lui, peut travailler, que son conjoint non salarié peut travailler, mais derrière, je dis au boulanger, attention, il y a effectivement potentiellement une... Est-ce qu'à titre personnel, vous demandez à ce qu'il n'y ait pas de contrôle ? À titre personnel, je suis prête à aller aider un boulanger bénévolement s'il en a besoin, parce que je sais combien le pain est important dans notre pays et combien... Ça a provoqué une émotion, vous comprenez mais ça. je suis complètement d'accord. Mais il n'y a pas que les boulangers. On en parle beaucoup de... Mais comment on ne peut pas travailler le 1er mai alors qu'on est payé double et qu'on a envie de travailler ? Mais Jean-Jacques Bourdin, je partage complètement cette idée. C'est la raison pour laquelle il faut adapter les textes qui est censé adapter les textes, les représentants des Français, les parlementaires, et c'est ce qu'ils vont faire pour que les boulangers, c'est fait partie des grandes traditions françaises, le pain frais tous les jours. Espérons que les inspecteurs du travail vont vous écouter, Catherine, et nous écouter. Écoutez les Français, Catherine Vautrin, nous verrons bien. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de l'abattement fiscal des retraités, 10%? Mais quelle brutalité! Mais c'est une question Jean-Jacques directe. Bourdin, nous avons un sujet global. Ce sujet global, vous le savez, c'est le financement de notre protection sociale. Modèle qui va avoir 80 ans, une jeune fille pratiquement. 80 ans, pour être précise, au mois d'octobre. Ce que nous voyons, c'est que ce modèle est menacé. Pourquoi est-ce qu'il est menacé ? Parce qu'il est basé sur la solidarité intergénérationnelle. En d'autres termes, ce sont les actifs qui assument par leur cotisation sociale avec les entreprises la totalité du modèle social. Ce modèle coûte 670 milliards cette année et il est en déficit, si tout va bien, de 22 milliards et 100 millions d'euros. C'est donc un modèle qui potentiellement est en danger. Donc tout le sujet, c'est de trouver des réponses. Parmi les réponses, la première, c'est les économies. Les économies, elles concernent chacun d'entre nous. Je vous donne un exemple. En matière de santé, c'est la prévention, c'est la vaccination, c'est la vigilance. Je vais y revenir, tiens, sur la vaccination. Mais ce sont des éléments extrêmement importants d'économie. Derrière, il faut effectivement trouver des ressources. Trouver des ressources, c'est regarder l'ensemble des financements. Le Premier ministre, mardi dernier, il y a exactement une semaine, faisait un bilan de la situation. Nous a demandé de travailler jusqu'en juillet pour faire des propositions pour la loi de finances pour 2026. Au moment où je vous parle, rien n'est arbitré. Bon. Mais vous, est-ce que vous êtes favorable à la suppression de cet abattement ? Aujourd'hui, moi, vous savez... Catherine Vautrin. Moi, Catherine Vautrin, je regarde l'ensemble des solutions potentielles. Donc vous ne répondez pas... Pas encore.
Pas encore. Le MEDEF y est favorable. J'ai vu, parce que... Pourquoi le MEDEF est favorable? Parce que le MEDEF voit les cotisations payées. Emmanuel Macron n'est pas favorable. Et le MEDEF voit la différence entre salaire brut et salaire net. Pour autant, tout le travail que nous devons mener, moi je pense qu'on a trop travaillé sur les ressources. La question, c'est la question de modérer la dépense. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Je vous donne un exemple. Les transports médicaux dans notre pays, c'est 6,3 milliards. Vous croyez pas qu'on peut faire un effort? Les indemnités journalières, c'est 12 milliards. Voilà des enjeux très importants. Voilà des pistes d'économie. Des pistes d'économie. Des pistes, oui, d'économie. Donc, sur la suppression de l'abattement fiscal des retraités, la décision n'est pas prise. Elle est loin d'être prise au moment où je vous parle. Bon, dites-moi, et les niches fiscales, crédit d'impôt pour les entreprises, crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, est-ce que c'est sur la sellette ? Vous savez, je pense que le ministère du Budget regarde chacun des éléments. Derrière, on sait aussi, quand on parle notamment de nos concitoyens aidés, le salarié à domicile, c'est aussi celui qui permet à un certain nombre de nos aînés de rester. Un, ça crée de l'emploi non délocalisable, et deux, ça permet à un certain nombre de personnes âgées de rester chez elles. Mais tout se regarde, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, quand on est un pays qui a la situation financière qui est la nôtre aujourd'hui, avec le déficit abyssal, quand on parle de souveraineté du pays, le déficit budgétaire, c'est un élément qui nuit à la souveraineté. Je ne vais pas vous poser de questions sur ce sujet, mais il faudra qu'on regarde de près les régimes de retraite qui sont déficitaires, et quels sont les régimes de retraite qui sont déficitaires et qui coûtent très très cher à l'État. Bien, est-ce qu'il faut moduler les remboursements de la sécurité sociale en fonction des revenus? Mais là encore, vous savez, on est à la foire aux idées, là. Vous me faites la liste de tout ce qu'un certain... c'est pas moi, c'est la Cour des comptes, c'est pas moi qui... Vous me sortez tout ce que les uns et les autres ont mis en avant. Il y a un certain nombre d'éléments qui existent, notamment le premier rapport de la Cour des comptes au moment de la mise en place de la délégation paritaire permanente. Je ne prends surtout pas le terme de conclave, surtout maintenant, on pourrait confondre. Et donc, très concrètement, la question qui s'est posée, c'est de regarder la situation. Alors, c'est vrai que le revenu moyen des retraités français par rapport au revenu moyen des Français actifs est quasi le même, puisqu'on est à 99,8%. On parle de moyenne. Donc attention, on a toujours le cas de certaines retraites qui sont loin d'être proches du revenu moyen. Je pense notamment à certaines retraites des femmes. Dans le même temps, on voit bien que si on regarde l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne, on est à 88%, là où en France on est à 98, et on voit que la France consacre 14% de son produit intérieur brut aux retraites, là où l'Allemagne ne consacre que 10% avec une démographie plus mauvaise. Donc il y a un sujet. De la même manière, le sujet de fond, c'est le sujet de la création de richesse et de l'activité. Le grand problème français, c'est le taux d'activité des jeunes, 35%. Et des seniors. Et si nous arrivons à créer un taux d'activité, à avoir un taux d'activité plus important, nous créons plus de richesses, et à ce moment-là, nous pouvons nous payer notre modèle social. La question, finalement, c'est quel modèle social voulons-nous? Comment faisons-nous pour le payer? Catherine Vautrin, nouvelle réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il y aura une nouvelle réforme de l'assurance chômage ou une amélioration? Dans un premier temps, il va y avoir une transposition de ce qui avait été discuté par Astrid Panosyan-Bouvet au mois de juin. Dans un deuxième temps, tout se regarde. Ça fait partie des sujets qu'on peut regarder. Si je prends seront regardés, ces sujets, ou qu'on peut regarder, mais ils seront regardés. Ils seront regardés, bien évidemment, et en discussion. Il y aura donc une avancée, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Vous savez, tout ça se fait dans un travail... durée d'indemnisation. Attendez, tout ça se fait en discussion avec les partenaires sociaux. Vous savez qu'on est dans le code du travail, ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord discuter avec les partenaires sociaux, il faut ouvrir... Ça n'est pas, au moment où je vous parle, ça n'est pas encore décidé en tant que tel. Donc je ne vous annonce pas aujourd'hui une réforme de l'assurance chômage. Je vous dis, nous allons regarder... Vous allez ouvrir le dossier. Nous allons ouvrir tous les dossiers qui permettent d'augmenter le temps de travail, qui crée de la richesse et qui permet de financer le modèle social. Donc vous allez ouvrir le dossier une nouvelle fois de l'assurance chômage. À vous d'en tirer les conséquences que vous voulez. Non, mais clair, à ce stade, Catherine je vous dis très concrètement, Jean-Jacques Bourdin, il faut créer de la richesse pour payer le modèle social. Bon, c'est clair. Bien, la santé, les déserts médicaux, médecins libéraux en grève le 28, ils sont en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a cette proposition de loi qui régule leur installation dans une zone, je résume rapidement, dans une zone dotée de médecins, installation 6 départs d'un médecin. Et puis, après accord de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Vous êtes favorable ou pas? Alors, il faut d'abord qu'on se dise qu'il y a 241 000 médecins
en exercice là au 1er janvier 2025. C'est les chiffres du Conseil national de l'ordre des médecins. Très concrètement, quelle est la difficulté? C'est qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le temps effectif est plus faible qu'il n'a été, premier élément. Deuxièmement, on a une population qui vieillit, donc qui a plus besoin. Troisièmement, on voit qu'effectivement, l'installation des médecins, notamment quand on prend une carte des médecins de moins de 40 ans, ils sont plutôt le long des côtes ou sur des zones plus touristiques. Et en revanche, on a cette diagonale dite du vide du centre de la France, où là, les médecins ont plutôt plus de 60 ans et on a un sujet de remplacement. Nous travaillons sur le sujet avec le Premier ministre, pas plus tard que vendredi dernier, et le Premier ministre aura l'occasion de faire des annonces vendredi, ce vendredi, vous sur le sujet. Vous soutenez cette proposition de loi? Vous verrez que les propositions faites par le Premier ministre apportent des solutions alternatives. Donc pas cette régulation de l'installation. Vous verrez les propositions du Premier ministre vendredi. Alternative, ça veut dire pas. Ça veut dire autre choix. Solution. Autre choix. Autre choix. Donc c'est pas ce choix. Vous ne choisissez pas de soutenir cette proposition de loi. Vous verrez les propositions du Premier ministre vendredi. Autre choix, d'accord. Rendez-vous dans le Cantal vendredi. Dans le Cantal, la désinformation en matière de santé. Vous avez vu aux États-Unis ce qui se passe à propos de la rougeole. Vous voyez ces tentatives de dévacciner, si je puis dire. C'est très grave. Moi, je trouve ça extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'on voit bien quand même que la santé a fait d'énormes progrès grâce à la vaccination et que aujourd'hui... Le révisionnisme vaccinal. Non, mais c'est un danger absolu et c'est un danger pour les personnes concernées et c'est un danger également pour notre modèle parce que on le voit. Je vous donne un exemple. Quand on discute avec les très jeunes, on sait aujourd'hui qu'on a un vaccin qui permet d'éviter le cancer du col de l'utérus, par exemple. Très concrètement, c'est ce vaccin, on le propose à nos jeunes au collège. Eh bien, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel on a besoin encore de montrer tout l'intérêt. Deuxième exemple, la grippe. Oui. Vous arrivez en maison de retraite. C'est quand même logique que vous soyez vacciné contre la grippe, c'est gratuit, ça vous protège vous-même et ça protège ceux qui vivent avec vous. Oui. Voilà typiquement des sujets très concrets qui évitent toutes les complications et qui évitent en plus de contaminer autour de vous. Donc on voit vraiment des résultats importants et c'est la raison pour laquelle je suis très attachée à ce qu'on puisse continuer à informer sur la vaccination et également sur le dépistage. Ça fait partie des sujets sur lesquels je demande à mes équipes d'être beaucoup plus fermes. Nous avons aujourd'hui des retours en matière de dépistage très faibles. Vous êtes une femme, vous recevez une lettre de la caisse d'assurance maladie qui vous dit allez faire votre mammographie. Si vous y allez, parfait. Si vous n'y allez pas, on ne vous relance pas. C'est pas normal. Je pense Il y aura des relances. C'est indispensable d'appeler, de faire comprendre l'importance du dépistage. On sait combien tous les professionnels sont unanimes sur le sujet. Plus on prend le sujet tôt, plus on a de chances de rémission. Alors, je vais terminer avec un sujet qui vous concerne, puisque vous êtes ministre de la Santé. Là, cela concerne la santé des jeunes. En Chine, l'utilisation de TikTok est limitée à 40 minutes par jour. Explique-moi pourquoi on ne fait pas la même chose en France. Alors, vous le savez, le président de la République a l'année dernière demandé un travail sur les écrans. Nous nous sommes réunis très exactement vendredi après-midi et nous aurons, là encore, dans les semaines qui viennent, capacité à apporter des réponses très concrètes, aussi bien, et ces réponses, elles iront des tout petits, des 0-3 ans, jusqu'aux adolescents, sur, effectivement, les conséquences d'une exposition aux écrans, mais également les conséquences sur les réseaux sociaux. L'interdiction de TikTok aux mineurs, est-ce que vous y êtes favorable ? Mais je ne vais pas commencer à faire des annonces qui ne sont pas prêtes, mais je vais vous dire que très prochainement, on va faire des annonces probablement pour la rentrée scolaire et notamment y compris sur les tout petits. L'idée c'est les tout petits, les 0-3 ans. 0-3 ans, pas d'écran. L'idée c'est d'informer les parents sur les conséquences que cela peut avoir. Vous n'êtes pas derrière chaque famille, vous n'allez pas entrer chez les gens. Mais par contre, expliquer que effectivement cela peut avoir des conséquences sur le développement de l'enfant, sur son langage, ce sont des éléments qu'il faut que nous partagions. Est-ce que vous êtes favorable à la limitation de l'utilisation de TikTok ? Je suis favorable à l'information pour que les parents puissent faire comprendre à leurs enfants l'intérêt qu'il y a d'un usage modéré et accompagné. Pourquoi la Chine fait ce que la France ne veut pas faire ? Expliquez-moi là. Jean-Jacques Bourdin, laissez la France terminer ses approches et faire les annonces qui vont bien dans les semaines qui viennent. Et en attendant, les écrans, comme le reste, doivent être consommés avec modération. Bon, merci beaucoup, Catherine. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci. Après 9h, vous trouvez Christine Bouillot pour La Vérité en face.